On se retrouve pour un nouvel épisode podcast avec Grégoire Bouillet. Bonjour Grégoire. Bonjour Gérard. Grégoire, on va pas cacher à nos auditeurs qu'on se connaît bien. On se connaît très bien même. Voilà. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On s'est connus en 1995 ou 96 je pense. Et nous étions collègues de bureau si on peut dire, parce qu'on était dans une rédaction. On peut le dire. Voilà. Qui en l'occurrence était Sciences et Vie Micro, donc qui faisait partie d'un groupe. Et par la suite vous avez d'ailleurs été rédacteur en chef adjoint de Sciences et Vie. Absolument. Mais depuis, vous avez embrassé une carrière d'écrivain. Alors pas depuis, hein, en même temps. Ah, en même temps. En même temps. Puisque en fait, mon premier livre c'est 2002 et ça faisait 6 mois que j'étais entré à Sciences et Vie. Alors pas Sciences et Vie Micro, mais Sciences et Vie, le magazine de vulgarisation scientifique. Et en fait, j'avais 40 ans et c'était la première fois que je me mettais à travailler avec un contrat à durée indéterminée, tout ça, parce que je venais d'avoir une fille. Et 6 mois plus tard, être entré à Sciences et Vie et m'être rangé d'une certaine façon, j'ai commencé la rédaction de mon premier livre et c'était une espèce d'antidote pour dire « Ok, je vais rentrer dans le système, je vais gagner de l'argent pour nourrir ma fille, avoir un toit, payer les factures et tout ça. » Mais ma vie ne va pas se résumer à ça et c'est comme ça que j'ai écrit aussi mon premier livre comme un antidote, comme une part de vie privée qui refusait de se faire avaler par le monde, la société, etc. Tu me disais, on va se tutoyer, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Ok, on se tutoie. Il paraît que ça exclut l'auditeur. Hein. Oui. Que c'est une règle, que même quand les gens se connaissent super bien, on fait comme si on se connaissait. Alors on va pas exclure l'auditeur, on va se vous voyer alors. Ah non, mais moi ça me dérange pas, moi je peux te tutoyer avec grand plaisir. D'accord. Et donc tu as embrassé cette carrière d'écrivain en parallèle de ton activité donc, dans le journalisme. Et moi j'ai suivi depuis le tout début, puisque le premier livre qui s'appelait Rapport sur moi, tu as fait une arrivée en trombe on va dire dans le monde littéraire, puisque tu as obtenu le prix de Flore dès ton premier livre. Et depuis, j'ai lu tout. J'ai lu tous les livres. Et les 2 derniers particulièrement, que j'ai même chroniqués, qui sont Le cœur ne cède pas, on va dire il y a 1 an et demi, 2 ans. 2010, ouais, c'est ça, voilà. Il y a 2 ans. Et le dernier, qui est aussi un chef-d'œuvre, qui s'appelle... Merci. qui s'appelle Le syndrome de l'orangerie, qui parle d'Énymphéa et de Monet, mais pas que. L'histoire est absolument folle, et tu ranimes ton double, en fait, ton double qui est enquêteur, qui s'appelle Bimor, mais Bimor, c'est toi. Et ça va très très loin. Et donc moi, ce que j'apprécie, je le dis tout de suite à mes auditeurs, c'est l'imagination, c'est pas que l'imagination, c'est l'érudition, c'est le style aussi. Quand on est tombé dans le style Bouillet, on le retrouve de livre en livre, qui était peut-être moins le cas dans les 2 premiers ouvrages que tu avais fait paraître, mais disons qu'à partir du dossier M jusqu'à le syndrome de l'orangerie, on trouve vraiment... Voilà, moi je jubile à chaque fois que je lis tes bouquins. Ouais, c'est intéressant cette histoire de style, parce que dans mon tout premier livre, donc Rapport sur moi, dont tu viens de parler, était extrêmement dans un style très lapidaire, très synthétique. Et c'était une flèche, quoi. Enfin, chaque paragraphe, elle avait un truc à dire, il le disait sans s'encombrer de fioritures. Voilà. Et le deuxième livre était déjà une écriture tout à fait différente, puisque les phrases, pour le coup, s'étiraient. À la place des virgules, je mettais « et ». Et donc, une phrase pouvait faire 2 pages sans aucun problème. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'était « Ok, le style peut changer, mais la voix est la même. Et est-ce que la voix reste la même si le style change ?» Et il s'est trouvé que oui. Et la taille du livre aussi, parce que le premier livre, Le rapport sur moi, c'était un tout petit livre, on va dire. Il faisait quelques dizaines de pages. Non, il fait 150. Alors, il n'était pas en petit... Si, mais d'abord, les caractères sont petits. En fait, si on le mettait dans un Flammarion classique, il ferait à peu près 180 pages. D'accord. Mais par rapport à ton 900 et quelques pages de Cœur ne cède pas, ou même par rapport... Les 2000 pages du dossier M, par exemple. Oui, c'est sûr que j'ai changé d'échelle à un moment donné. Et donc ce qu'on aime aussi dans ta façon d'écrire, c'est justement cette capacité à faire des digressions, à faire effectivement des longues phrases, mais c'est pas des longues phrases pesantes, et puis à chaque fois il y a des respirations. Voilà, on va pas faire 2 heures sur le style de Grégoire Bouillet, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. On peut peut-être juste dire que sur le principe d'écriture, moi je me tiens au plus proche du fonctionnement de ma pensée.
Et je pense que tout le monde fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a beau être concentré, là on parle, mais en même temps tu penses à autre chose aussi, en même temps tu penses à ton matériel, à si ça enregistre bien, moi je pense aussi à d'autres choses, à ce que je vais dire, etc. Et donc on est sans cesse dans plein de mouvements de pensée dans le même flux. Et moi, ce que j'essaye de capter quand j'écris, c'est d'abord, j'ai une histoire à raconter, mais cette histoire aussi, si je suis très présente dans le temps de l'écriture, m'amène à penser à d'autres choses en même temps. Et généralement, un écrivain va les supprimer, va dire non, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et moi, je pense que ça a à voir avec l'histoire. Et ça, moi, j'essaye vraiment de capter le mouvement de la pensée et de le transcrire en direct. Alors, on s'est vu il n'y a pas si longtemps lors d'une petite conférence dans une librairie de la rue de Belleville. On salue d'ailleurs Agathe, la libraire. Merveilleuse Agathe. Voilà, merveilleuse, qui devrait passer bientôt aussi dans le podcast. Ah bah parfait, j'écouterai. Voilà. Et donc, lors de cette petite conférence qui s'est finie par une signature, on s'est dit plein de choses, mais j'ai découvert des choses encore sur toi. Je prétendais pas bien te connaître avant, mais j'ai découvert des choses sur toi, notamment sur ton passé de peintre, que je maîtrisais moins bien que le reste, et aussi sur le fait que tu as eu des périodes très très noires dans ta vie, et une période où tu as été, on peut dire, à la rue, hein, ni plus ni moins. Ça, tu l'as évoqué lors de cette soirée. Et du coup, avant cette interview, là, cet après-midi, où on est chez toi, et merci d'ailleurs de nous recevoir chez toi, j'ai voulu aller voir un petit peu ce qui se disait sur toi, et notamment ta fiche Wikipédia. Alors les fiches Wikipédia, c'est souvent de piètre qualité, et là je te confirme, elle est vraiment très médiocre. Je suis même pas allé voir, j'ai jamais eu la curiosité. Elle dit pas grand chose de toi. Bon, elle dit que t'es né en juin 60 à Tizi Ouzou. Ça, on le savait déjà si on avait lu le rapport sur moi. Elle dit que, donc effectivement, ton père a effectué son service militaire, etc. Donc déjà, à la base, on parle pas de toi, on parle d'où tu viens, mais on parle pas de toi. Et on dit que tu es arrivé en métropole à l'âge de 3 semaines et que tu n'as jamais quitté Paris, ce qui est totalement fou, on est d'accord ? Oui, j'ai d'abord fait un crochet par Lyon, et puis après Aubervilliers, avant d'arriver à Paris vers l'âge de 2 ans à peu près. Et tu as fait un certain temps aussi en Amérique du Nord, d'après ce que j'ai compris lors de cette... Où je me trompe ? Ah non, ça c'est beaucoup plus tard. Plus tard. Oui, c'est entre 20 et 30 ans, à un moment donné, j'ai une équipée comme ça, à cause d'une histoire d'amour, je me suis retrouvé effectivement à vivre 6 mois. Et c'est après que les choses... c'est au retour des États-Unis où j'avais plus d'endroit où dormir, j'avais plus d'argent, et la défaite amoureuse, appelons ça comme ça, fait que d'abord je suis devenu... fou, c'est-à-dire que j'ai eu des crises de schizophrénie et j'ai vécu effectivement quelques mois dans la rue à Paris. Mais c'est quelque chose dont je ne parle pas parce que je ne sais pas comment parler, parce que c'est compliqué, je ne l'ai même quasiment jamais écrit. Alors de temps en temps, j'ai pu faire une petite note pour dire que voilà, j'avais vécu dans la rue, mais ce temps-là, ce que j'ai vécu, puisque j'entendais des voix, c'était très, très bizarre. C'était pas du tout catastrophique, hein, parce que quand on est dans un état de schizophrénie, on ne se rend pas compte et on est dans une espèce d'euphorie. En fait, on vit incroyablement intensément le temps présent, puisqu'on est pris par des voix, par un mouvement psychique et maladif. Donc je me suis pas rendu... Je sais que j'ai vécu 6 mois à peu près dans la rue, mais j'en garde pas un mauvais souvenir, et j'en garde plutôt le souvenir d'une espèce de rêve éveillé complètement hallucinant, où je me dis... rétrospectivement que j'ai eu beaucoup de chance. D'abord parce que j'avais des comportements quand même très erratiques et j'aurais pu finir en HP sans problème et abruti de médicaments, ou j'aurais pu faire des conneries graves, ce qui ne s'est pas produit. Et donc j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai eu la chance de trouver un appartement que quelqu'un m'a prêté, une chambre rue Saint-Lazare. Et le nom Saint-Lazare comme une résurrection était tout à fait signifiant, surtout pour le type que j'étais à l'époque. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. J'ai eu beaucoup de chance, quoi. Ça aurait pu vraiment... Les voix m'auraient dit, mais là, jette-toi par la fenêtre. Je l'aurais fait. Elle m'a dit, tue cette personne-là. Je l'aurais fait. Je ne pouvais pas résister. Bon, mais c'était des voix plutôt sympas, quoi. Alors, dans le Wikipédia, il y a des choses assez bizarres. Alors, effectivement, il note que tu es devenu peintre, que tu as été journaliste, que tu as été rédacteur en chef adjoint de la revue Science et Vie. Tout ça, on est d'accord que c'est vrai. Mm-hmm. Employé de bureau, ça je pense pas. Ils disent employé de bureau dans une agence de presse. Alors, si, c'est télématique, oui, d'accord. Absolument, qui était tenue par
par l'un des anciens fondateurs de Michel Vernier, je crois, qui est l'un des fondateurs de Libération, au tout début, avant qu'il se fasse éjecter par Julie. Et il avait monté une agence de presse télématique, mais j'ai été aussi barman, j'ai été équipier McDo, j'ai emballé des canards peints qui venaient d'Amérique latine, voilà, voilà, j'ai fait plein de... Comme dit l'expression d'un journalisme... toujours mal dégrossi, tu as eu 1000 vies. Alors, oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Tu as eu 1000 vies. Ça fait très bien pour un écrivain aussi d'avoir eu 1000 vies avant. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai écrit très tard, quoi. Un peu comme Bukowski, finalement. Oui, comme les meilleurs. Ouais. mais en fait, ce qui était intéressant, c'est écrire parce qu'on a quelque chose à raconter. Et mon désir, c'était pas du tout d'être écrivain. J'ai jamais eu le désir d'être écrivain. J'ai jamais fantasmé sur la posture sociale. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. Je suis très admiratif. J'ai été très, très admiratif d'énormément d'auteurs. Mais j'avais pas du tout le fantasme de devenir écrivain. Par contre, d'écrire un livre, ça, c'était beaucoup plus important. Triboyer. Enfin, dire quelque chose. Ouais, pas simplement être écrivain, mais dire quelque chose. Ouais, je pense que chacun a vu, compris, perçu des choses qu'il est le seul à avoir vécu, perçu et compris, et que ça mérite d'exister dans un livre. Voilà. Et moi, j'ai commencé comme ça, quoi. Par dire, j'avais vu 2-3 trucs, c'était quand même bizarre. J'avais l'impression que personne n'avait jamais parlé de ça, et que du coup c'est ça qui m'a incité à y aller. Alors, il y a un paragraphe que je vais te lire du Wikipédia qui m'interpelle. Parce qu'à mon avis, c'est partiellement faux. C'est pas que faux, mais c'est partiellement faux. Il est écrit, ces récits autobiographiques ne contiennent ni éléments fictifs, ni forme romanesque. Alors, ni éléments fictifs à voir. Par exemple, dans Le cœur de cette pas, tu intègres de la fiction à l'intérieur de quelque chose qui est bien réel, et tu l'assumes. Oui et non. Oui et non. Non. Alors, là, il faut être plus fin. Alors, moi, je fais partie, si jamais il fallait me ranger, je fais partie des écrivains du réel. Du réel. Donc, que ce soit Rapport sur moi, que ce soit L'invité mystère, que ce soit tous mes livres, mon cahier des charges, c'est de ne pas inventer, parce que je considère que la réalité a une imagination incroyable et que c'est ça qui me mobilise tout entier, qui demande, de ma part en tous les cas, à être élucidé. Moi, c'est ça qui me passionne. Donc, si je commence à faire de la fiction avec la réalité, je commets un contresens absolu, puisque c'est l'imagination qui est une fiction, et une fiction qui dépasse mon entendement. Donc moi, j'essaie juste d'être à la hauteur du défi que représente pour n'importe qui la réalité. Et ce qui se passe aujourd'hui n'arrête pas de nous mettre au défi de notre entendement, mais comment est-ce possible que des choses comme ça se produisent? Donc moi, j'invente pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans Le cœur ne cède pas, il s'est trouvé que, donc c'est l'histoire, j'enquête sur un fait divers, une ancienne mannequin qui s'est laissée mourir de faim, et la petite fille de Marcel Pichon, elle s'appelait Marcel Pichon, cette femme, m'interdit d'écrire sur sa grand-mère. Et là, il a fallu que je trouve un biais fictionnel, pour pouvoir en parler. Donc j'ai inventé un détective, Bimor, un avatar de moi, et son assistante, Penny, qui est aussi un avatar de moi, même si c'est une fille et qu'elle a plutôt 18 ans, alors que moi j'en ai 60 balais. Et ce qui était très intéressant, c'est que pour être des personnages inventés, Bimor et Penny enquêtent sur Marcel Pichon, et tout ce qu'ils trouvent est absolument rigoureusement vrai, exact. Il y a rien d'inventé, il y a aucune triche absolument. Et donc là, c'était rigolo, parce que pour une fois, la fiction était au service de la vérité, et d'un autre côté, la vérité se déployait à l'intérieur d'un cadre de fiction où la liberté du romancier, enfin voilà, c'est dans le conflit. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur la réalité des faits, ou est-ce qu'on est dans l'imagination du romancier et la liberté du romancier? Et là, pour une fois, j'arrivais à faire en sorte que les deux puissent cohabiter sans rien renier ni à l'imagination du romancier, parce que Bimor et Penny, je leur fais faire ce que je veux, parce qu'ils sont inventés. En revanche, tout ce qui concerne Marcel Pichon est absolument rigoureusement exact. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éléments fictifs, au sens où j'inventerais certaines choses. Je n'invente rien. Et quand j'invente, je le dis. Par contre, tu t'éloignes, et ils le disent dans Wikipédia, mais alors peut-être pas dans le premier justement, dans Rapport sur moi, mais tu t'éloignes de l'autofiction, qui est aujourd'hui souvent un sujet de débat dans la littérature, à travers des gens comme Édouard Louis, comme Annie Ernaux et compagnie. Toi, tu n'es pas centré sur ton nombril. Ouais, alors je sais pas. Enfin, moi, en 2002, quand j'ai publié Rapport sur moi, c'était vraiment les débuts assez en fanfare de l'autofiction.
Et moi, j'ai un problème avec l'autofiction parce que je trouve que l'autofiction est un petit... Enfin, d'ailleurs, c'est synchrone de la télé-réalité. C'est-à-dire que c'est une façon de parler de la réalité en la scénarisant. Et moi, dans mon principe qui est de dire, mais essayons de restituer la réalité dans ce qu'elle a de plus fictionnel, enfin de plus incroyable, de plus imaginatif. Voilà, donc moi j'ai écrit une autobiographie. Et bien évidemment, on m'a rangé dans l'autofiction. C'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu voir que c'était une autobiographie, que tout était vrai, qu'il y avait... Alors, quand je dis vrai, c'est-à-dire que je peux me tromper, mais les gens ont cru que je parlais de moi. Et en fait, il a fallu très longtemps avant que j'arrive à expliquer et à faire entendre que en fait, je ne parle pas de moi, je pars de moi. Je pars de moi pour aller vers la réalité, vers les autres, vers la littérature. Mais je ne parle pas de moi. C'est juste que j'ai un point fixe, je sais d'où je parle. Et pour moi, c'est une question vraiment importante de savoir d'où on parle. Qui parle est moins intéressant que d'où je parle, quoi. Et moi, cette question-là, qui est une question très années 70, d'une certaine façon. Voire années 68, puisqu'on disait toujours... Voire années 68, d'où parles-tu, camarade ? Voilà, c'est ça. Mais moi, je récupère cette question, en tous les cas, je la prends à mon propre compte, et au moins, je sais d'où je parle. Et même si d'où je parle est un endroit peut-être mouvant, peut-être marécageux, ou pas forcément, je ne détiens pas la lumière, mais au moins, je sais que ça, je l'ai vécu, et je l'ai ressenti comme ça, et ça, je peux en témoigner. Et personne ne peut venir me dire là tu as tort, parce que non, je n'ai pas tort, mes sentiments ne peuvent pas avoir tort. Maintenant on peut dire ce ne sont que tes sentiments, ok, entrons dans le relativisme si on veut, mais moi au moins je sais d'où je parle. Alors moi je parlais de la jubilation à te lire par rapport à ton style, et il y a un autre aspect qui est jubilatoire pour moi, c'est ton humour que je connaissais, puisqu'on se connaissait dans la vraie vie. Je savais que tu avais beaucoup d'humour, un humour développé, pas un humour gras, pas un humour de corps de garde. Mais dans les livres, et particulièrement depuis le dossier M, je découvre que tu es capable de faire de l'humour sur des choses extrêmement sordides, extrêmement glauque, extrêmement douloureux. Ça va effectivement du martyr de Madame Pichon. Ça me fait drôle d'ailleurs de parler de Madame Pichon, parce qu'on avait une Pichon qui était notre collègue assise sur le micro, qui s'appelait Anne. Anne, oui. Bonjour Anne Pichon. Bonjour Anne Pichon, si elle nous écoute. Donc, qui va de ça au drame vécu successif de Monet, mais aussi, à un moment donné, tu as un passage qui se passe à Auschwitz-Birkenau, et même à cet endroit-là, tu arrives quand même à faire... Tu as quelques saillies humoristiques qui arrivent quand même à... Et dans le dossier M, je donne un exemple, au tout début du dossier M, tu évoques le suicide d'un jeune homme, et toi-même, enfin, toi-même, ou ton alter ego dans le livre... Non, là, c'est moi-même. À ce moment-là, Bimor n'existe pas, voilà. Donc c'est moi, c'est le narrateur, c'est moi. Le narrateur, c'est toi. Et donc, tu envisages de te suicider comme il s'est suicidé avec une ceinture. Et à cet endroit-là, c'est jubilatoire. Et pourtant, la réalité que tu dépeins et ce que tu décris est extrêmement glauque, c'est extrêmement noir. Ouais. Alors, juste une petite précision, le suicide de ce jeune homme qui ouvre effectivement le dossier M, je ne vais pas raconter l'histoire, mais je suis impliqué d'une certaine façon dans le suicide de ce jeune homme. Et je savais que alors c'est pas que je voulais, c'est que je devais raconter cette histoire, pour que la mort de ce jeune homme passe pas à la trappe ou par perdre des profits, et voilà, ça m'était insupportable. Et pendant très longtemps, je n'ai pas su comment raconter le suicide, donc par pendaison à côté d'un radiateur, un radiateur de ce jeune homme. Jusqu'au moment où je me suis simplement posé la question, mais comment on se suicide en se pendant à un radiateur ? Question absolument bête, mais vraiment, mais comment on fait, quoi ? Et du coup, j'étais dans ma chambre et j'ai pris ma ceinture, parce qu'il s'était suicidé avec sa ceinture, j'ai pris ma ceinture, je l'ai passée autour de mon cou, j'ai essayé de l'enrouler autour du radiateur, et la scène devient comique, parce qu'évidemment, je ne sais pas très bien comment il prend, comment est-ce qu'on fait un nœud, etc. Voilà. Mais là, je pouvais le prendre à mon compte. C'est-à-dire que je ne parlais plus du suicide de Julien, puisqu'il s'appelle Julien, mais je pouvais au moins parler de ma tentative de reproduire le suicide de Julien, et à partir de là, c'est ça qui a permis que le livre existe. Parce que j'évitais, le pathos, une position fausse qui aurait consisté à dire « Oh là là, c'est grave, il s'est suicidé ». Là, j'avais une possibilité de reprendre la main et de me mettre en scène de façon, effectivement, ça devient comique, alors que l'arrière-plan est effectivement très sombre. Pas glauque, mais c'est très sombre et tragique. Enfin, voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas... L'humour, j'ai réfléchi un petit peu, parce qu'on me pose souvent la question, et alors on connaît la phrase, c'est la politesse du désespoir, mais c'est vraiment cliché, et pour moi, je pense que
L'humour, en tous les cas, chez moi, est une preuve de vitalité. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que tout ce que je raconte est finalement toujours assez horrible, assez tragique, parce que ce sont les choses à raconter, mais le bonheur aussi. Hein. Et face à ça, l'humour démontre que les forces de la mort ne triomphent pas. Voilà, et ne triomphent pas dans... Donc moi, j'ai pas le culte du malheur. Par exemple, pas du tout. Non, mais ça se voit. Mais en même temps, il faut en parler. Et comment en parler? L'humour, alors c'est pas rire du malheur, c'est faire le pas de côté qui fait que la vie existe quand même malgré les choses extrêmement douloureuses ou tragiques. Et cet humour, moi je le retrouve y compris dans les constructions de phrases, dans les terminaisons de paragraphes ou de chapitres. J'invite les auditeurs qui n'ont jamais encore lu du Grégoire Bouillet, peut-être à commencer par Le cœur ne cède pas, qui pourtant le plus gros, Non, c'est pas le plus gros, c'est le deuxième plus gros. C'est le deuxième, pardon, le deuxième, excuse-moi. C'est moitié moins que le deuxième, donc c'est vraiment un tout petit livre. Comme j'ai lu en poche le dossier, mais par épisode, parce qu'il y a je sais pas combien de... 6 volumes. Il y a 6 volumes, voilà. C'est vrai que Le cœur ne cède pas, là pour le coup je l'avais en grande édition, et du coup j'ai eu l'impression... Mais il se lit, mais vraiment, les 900 et quelques pages se lisent vraiment très très facilement. Et on plonge dans cette enquête qui est absolument, encore une fois, je le répète, le mot jubilatoire. Je le dis pas souvent parce que je trouve que c'est souvent galvaudé, souvent, cette épithète. C'est ce film est jubilatoire, ce livre est jubilatoire. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai. Mais tu sais, Gérard, c'est parce que je jubile, moi, quand j'écris. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est des moments de vie. Moi, j'ai un rapport assez existentiel à l'écrit, à la littérature. C'est-à-dire que ça impacte ma vie. Quand je me mets à écrire un livre, ma vie devient le livre que j'écris. Le livre que j'écris devient ma vie. Tout s'interpénètre. S'imbrique. Tout ça devient poreux. Si à un moment donné, il se passe quelque chose, je me souviens par exemple dans le deuxième, ma mère meurt alors que j'étais en train d'écrire. Je commence un chapitre en se disant aujourd'hui, ma mère est morte, quoi. Voilà, et je raconte. C'est pas L'étranger de Camus que tu. Non, parce que la scène est parce que ça s'est passé comme ça, mon père m'appelle. Pardon, je raconte une petite seconde, mais parce que pour moi, c'est un moment d'écriture que j'ai... Oui, mais surtout d'écriture que j'ai aimé écrire et que je trouve réussi. Tout n'est pas réussi dans ce que j'ai pu écrire, mais ça... Et donc, en fait, j'étais en train d'écouter une passionnante émission sur Richard Wagner. Et sur, c'était même une critique un peu politique de la musique de Richard Wagner. Et voilà. Et le téléphone sonne, moi je décroche pas parce que je décroche pas voilà. Et puis c'est mon père au répondeur qui hurle, il est dans un état, et maintenant c'est la mort de ma mère, donc je le prends, on parle. Et lui était complètement éploré, ma mère avec 75 ans, lui 77 ans, il savait pas ce qu'il allait devenir. Donc c'est une scène assez tragique et tout le temps où il me racontait comment elle était morte dans la nuit, comment les pompiers étaient venus, comment il lui avait ouvert le thorax, des choses assez dures. Et moi, comme une espèce de truc de défense aussi, se mettre un petit peu à l'abri, j'essayais quand même d'écouter l'émission sur Richard Wagner, qui était vraiment passionnante. Et quand j'ai écrit cette scène, donc il y a le dialogue, mon père qui me parle de la mort de ma mère, les pompiers, tu te rends compte, ils l'ont laissé comme ça, ils sont partis, d'un seul coup ils m'ont laissé avec le corps de ta mère, et la musique de Richard Wagner n'arrête pas de enfler sans jamais se résoudre, et qu'est-ce que je vais devenir, et les trucs s'imbriquaient, et je trouvais que c'était un très très, une façon assez juste de dire que oui, il y a de la douleur, et en même temps, il n'y a pas que de ça. C'est une scène que j'adore dans L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, où à un moment donné, Charles Denner voit une petite fille, il va dans un immeuble, et puis il y a une petite fille qui est en train de pleurer, et il dit « Ah, tu pleures, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma copine qui m'a volé je ne sais plus quoi, et donc là, et Denner lui dit « Mais tu pleures, mais ça te fait un petit plaisir de pleurer. » Et la gamine, elle dit « Non, c'est pas vrai. » Et puis plus elle réfléchit, à la fin, elle dit « Oui, c'est vrai. Ça fait un petit plaisir de pleurer. » Voilà. Et moi j'aime bien que les deux existent sur la page, quoi. Et les pleurs, et les larmes, et la tristesse, et le chagrin, et en même temps le plaisir, et puis la joie, et l'antidote, quoi. Alors, pour conclure cette première partie, parce qu'après on va faire le questionnaire proprement dit du bonheur c'est les autres, pour conclure cette première partie, je pourrais dire, et là c'est une des rares fois où je m'implique vraiment dans le podcast, Vas-y. Que tu as eu une influence sur moi, tu as eu une influence à l'époque de Science et Vie, pas simplement parce que tu me rinçais aux échecs, mais parce qu'on avait des discussions, je sais pas si tu t'en souviens, mais on avait des discussions super intéressantes, à la limite de la philosophie, et c'est vrai qu'à Science et Vie Micro, il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient la philosophie, ils étaient tous plus ou moins dans le réel et dans l'immédiat,
Et nous, on avait des réflexions, peut-être, ou des discussions lors des... Ils étaient dans la fiction du réel. Voilà. Ils confondaient le réel et sa fiction. Et puis on était en plein dans l'explosion de l'informatique. C'était pas encore le numérique, il n'y avait pas encore... bon. Donc tu as eu cette influence sur moi à une époque. Ensuite, on a eu une longue période où on se connaissait plus, on se voyait plus, on s'entendait plus, on se parlait plus. C'est pas qu'on s'entendait pas, c'est qu'en fait on était loin. La vie sépare les trajectoires. Voilà. J'ai cru que tu allais dire la vie sépare ceux qui s'aiment. La vie sépare ceux qui s'aiment aussi, par ailleurs. Tout doucement, sans faire de bruit. Et après, on s'est retrouvés, donc, grâce à ta littérature, déjà avec Rapport sur moi, et ensuite avec les autres livres, et récemment, on s'est revus plusieurs fois. Et l'influence de te lire, c'est que ça a eu une influence sur mon écrit. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'écrire, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu m'as d'ailleurs encouragé à le faire. Et alors, j'écris de la poésie, j'écris des nouvelles, j'écris un roman. Et la première nouvelle que j'ai écrite dans les dernières années, s'appelle Anosmie, elle est liée au Covid. Et c'était juste après la lecture du Cœur ne cède pas. Et donc je t'ai jamais fait lire cette nouvelle, mais tu es à l'intérieur de cette nouvelle. Ah mais il faut que tu me fasses lire ça, enfin Gérard. Voilà. Et donc ça parle d'un écrivain dont la vie part en vrille à cause du Covid, et tout se détruit, tout se détricote, alors qu'il avait une vie plutôt à envier, on va dire. Et ça se termine sur un épisode autour du Cœur ne cède pas. Ah mais écoute, vraiment, je suis scié que tu ne m'en parles que maintenant, quoi. Parce que tu sais que je suis anosmique de naissance. Ah, en plus ? Ah ouais. Tu savais pas? Non, je savais pas. J'ai eu des staphylocoques dorés quand j'avais 2 mois. On a cru que j'allais mourir. Et la pénicilline venait d'être inventée en 1960-61. Et c'est ça qui m'a sauvé. Mais du coup, j'ai perdu l'odorat. Donc je suis anosmique depuis... mais pas agueusique. Tu n'as pas la gueusie. Non, juste l'anosmie. Juste l'anosmie. Ouais. D'accord. Ok, parce que dans la nouvelle, il perd l'odorat, mais il perd aussi le goût. Ah oui, voilà. Il n'y a pas de peau. Et récemment, j'ai eu le Covid et j'ai aussi perdu l'odorat et le goût, mais même pas une demi-journée, donc tout va bien. Ouf. Bon, parce que parfois, les livres, il y a des zones d'ombre comme ça dans les livres, et t'écris un livre, et en fait, c'est le programme de ce qui t'attend. Il y a des choses comme ça qui se passent avec... Un peu révélateur, divinatoire. Par anticipation. C'est très... Ça m'est arrivé même avec un film, ça, mais il y a longtemps. J'ai été très troublé là-dedans. J'ai fait un entretien avec... peu importe. Mais les lettres de Fernand Léger pendant la guerre de 1914, donc il est en 1917, et il écrit que, en fait, la guerre, et j'avais jamais réalisé ça, la guerre... les tranchées, la boucherie que ça a été, en fait, c'était une guerre cubiste. C'est-à-dire qu'elle démembrait les corps pour la première fois. Tu avais une tête ici, les bras là-bas, et Léger raconte ça. Il voit le cubisme en action et tout ça, alors que le cubisme, il l'a inventé, et avec d'autres, avec Picasso, Braque, en 1907, 1910, 1912, c'était avant la guerre. Et quand la guerre arrive, en fait, cette guerre, elle est cubiste. Elle démembre les corps à la façon cubiste. Oui. Donc et en même temps, le cubisme, c'est avant la guerre. Enfin, j'adore ce genre de... pas de synchronicité, de corrélation. D'anticipation pensée et se réalisant. Enfin, voilà, un côté Pierre Bayard, d'une certaine façon. On va vraiment attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Avant toute chose, j'aimerais te demander si ça t'inspire quoi, le titre, le bonheur, c'est les autres. Ça te fait penser à quoi ? Alors, un slogan un peu publicitaire. Ouais. D'abord, dans un premier temps, un premier niveau de langage, c'est une formule, le bonheur, c'est les autres. Après, je pense à Sartre. Je me dis que c'est quand même le contraire de l'enfer, c'est les autres. Exactement. Après, le bonheur, c'est les autres. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr que le bonheur, soit les autres. On va regarder tout ça, on va analyser ça. Je suis pas sûr que le bonheur soit. Alors, justement, le bonheur. T'es pas forcément un écrivain du bonheur. Alors, on est d'accord ? Mais justement, comme ça, si je te demande spontanément si tu as une définition du bonheur, ce serait laquelle ? Ce sont des moments. Pour moi, il n'y a pas un état de bonheur. Il y a des moments de bonheur qui sont des effractions spatio-temporelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose et on est dans un état de bonheur qui n'est pas voué à perdurer. Je ne crois pas au bonheur. Je ne crois pas à tous les gens qui veulent instaurer le bonheur sur Terre.
Parce que c'est des moments que l'on vit, c'est ce qu'il y a de plus précieux à vivre, mais c'est pas voué à demeurer, quoi. Voilà. Donc c'est une vision très Jankélévitch du bonheur. Absolument, je suis content que tu... Ouais, moi j'adore Jankélévitch. Son livre sur la mort que j'ai dévoré, c'est une anecdote un peu débile, mais je me souviens que il doit faire 500 pages et tout ça, c'est extrêmement érudit, profond, donc il fait 500 pages pour dire qu'on ne peut rien dire de la mort, ni avant, ni pendant, ni après. Voilà. Et je me souviens avoir... il y a un petit chapitre, qui est le dernier chapitre, qui va faire 10 pages. Et je me suis dit que c'est le seul chapitre que je n'ai pas lu, parce que je ne voulais pas finir ce livre. Et juste une petite anecdote, avant de venir te voir tout à l'heure, j'étais à la Fnac, et je suis passé par un rayon qui est le fameux rayon du développement personnel, où il y a énormément de bouquins. Et c'est pas du tout ma vision et ma perception de ce podcast. Je suis pas du tout sur le terrain de la... Non, mais ça ne m'étonne pas de toi et tout ça. Mais c'est vrai que ça pourrait y avoir un petit côté... Et j'ai trouvé, dans le rayon, il y avait au moins 15 bouquins autour du bonheur, le bonheur ci, le bonheur là. Y compris une qui disait, arrêtez de chercher le bonheur. Bon... En tout cas, oui, c'est ça. Mais ça fait partie pour être heureux, arrêter de chercher le bonheur. Exactement. Donc c'est encore, voilà. Ça marche pas du tout ça. Donc si je retiens ta définition du bonheur, c'est des moments, c'est fugace, c'est pas quelque chose qui dure. Et est-ce que tu fais un distinguo entre la joie et le bonheur ou pas du tout ? C'est une bonne question. On pourrait presque dire que la joie peut conduire au bonheur, mais je sais pas comment répondre à cette question. Pour moi, c'est un peu lié, quoi. La joie et le bonheur et la joie, les deux s'imbriquent, j'ai l'impression, ensemble. Dès qu'il y a de la joie, il y a du bonheur. Ça marche ensemble. Je sais pas, je me sens un peu bête, là, un peu démuni. Voilà, je suis très Clément Rosset. Voilà. Oui. Voilà. Donc, tout ce qui ressemble à un bonheur qui se construirait contre le tragique de l'existence, et pour moi, un faux bonheur, c'est une escroquerie. Par contre, le bonheur qui ne nie pas le malheur, mais qui le surmonte, qui le fait sien, là, je pense qu'on touche au bonheur. Ouais, je pense qu'on peut le capter à ce moment-là. Enfin, tu as capté quand même qu'effectivement, moi, il n'y avait pas d'aspect développement personnel dans ce projet de podcast, mais par contre, tu as bien noté que c'était une riposte ou une réponse à Sartre qui disait ça, l'enfer, c'est les autres. Et en même temps, le bonheur, j'ai eu 2-3 personnes depuis le début du podcast, on en est à la saison 2, on a à peu près 35-36 épisodes. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah, mais pour moi, le bonheur, c'est pas les autres. » Alors j'ai dit « Mais le bonheur, c'est pas les autres. En tout cas, c'est pas tous les autres. » Voilà, non mais voilà, c'est là, ça me vient. En fait, dans le bonheur, c'est les autres, c'est quels autres ? La vraie bonne question que tu poses, hormis la question sur le bonheur, mais c'est quels autres ? Parce qu'il y a plein d'autres avec qui c'est plutôt le malheur, quoi. Particulièrement par les temps qui courent, je trouve. Mais voilà, donc il y a certains individus, certains hommes, certaines femmes, avec qui c'est le bonheur. Oui, voilà, et c'est pas et c'est un bonheur voilà, qu'ils existent, qu'on soit avec eux, mais il y a des livres. Voilà, je pourrais dire ça, il y a certains livres, quel bonheur. Donc si les autres englobent aussi pas que des choses, pas que des êtres humains, mais aussi des choses, voilà. Moi, par exemple, tu es mon bonheur. On n'est pas intime. Non, mais on n'est pas intime. On se connaît bien. On peut considérer qu'on est amis, même si encore une fois, je répète qu'on n'a pas été. À un moment donné, on n'était pas proches, mais on a bossé ensemble. On avait des atomes crochus. On avait des sujets de réflexion ensemble. Mais te lire, c'est un bonheur. Donc quelque part, pour moi, c'est par toi, donc par un autre, que j'ai réussi à atteindre à un moment donné un niveau de bonheur. Et aussi, je considère que quand on a un bonheur individuel, admettons par exemple un bonheur avec ses enfants, c'est un bonheur partagé. Si tu le vis que toi tout seul, il y a un aspect qui manque, non ? Il y a une dimension qui manque. Oui, bien sûr. Alors là, c'est un autre côté. Je crois même avoir écrit là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un état de bonheur et de ne pouvoir le partager avec personne. Et je dis même que être heureux, même fugacement, rend incroyablement seul et solitaire, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on peut à peine partager avec qui que ce soit, parce que les gens ne sont pas dans ce même état d'euphorie ou de bonheur ou de joie, et vous devenez très vite indécent et obscène de pouvoir être heureux, et en fait, ça dérange énormément que quelqu'un soit heureux à un moment donné. Donc là, il y a une espèce de solitude, et c'est vrai qu'un bonheur, pour le coup, vécu, s'il ne peut pas être partagé, il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus euphorisant que d'être heureux et d'être avec quelqu'un avec qui on va partager ce bonheur. Ça c'est absolument... Alors, dans ce sens-là, le bonheur, c'est les autres avec qui on peut le partager. Ça, c'est sûr.
Tu as décrit, notamment dans Rapport sur moi, mais pas que, des passages, on va dire, douloureux de ton enfance. Mais moi, je vais te demander l'inverse. C'est si tu dois me citer un souvenir heureux de ton enfance qui remonte spontanément à la surface, là, alors que je te parle, ça serait lequel? Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé bien après, au moment d'ailleurs de la mort de ma mère, où j'expliquais qu'effectivement, dans Rapport sur moi, j'ai quand même raconté tous les trucs, non pas qui étaient tragiques, mais qui ont été fondateurs dans un sens compliqué, on va dire. Enfin, voilà, j'avais une famille un peu dysfonctionnelle, comme on dit aujourd'hui, enfin, genre, voilà, qui avait une grosse charge, oui, de passion, de mort, etc. Et qu'il y avait quelque chose d'injuste à avoir raconté cette histoire-là uniquement sous cet angle-là, puisque tous ces moments un peu tragiques, comme ma mère se jetait par la fenêtre ou s'ouvrait les veines et tout ça, en fait, ont représenté peut-être 10% de la vie avec mes parents. Et j'ai passé sous silence les 90% où la vie était tout ce qu'il y a de plus normale et heureuse et tranquille. Et voilà. Mais ces 10% ont valu dans mon histoire personnelle pour les 100%. Je ne pourrais pas isoler un souvenir, mais je sais que la première phrase de Rapport sur moi, et tout le monde a cru que c'était de l'ironie, mais pas moi. Ma première phrase, c'est « J'ai vécu une enfance heureuse ». Et c'est parce que j'ai vécu une enfance heureuse que j'ai pu raconter tout ce qui n'allait pas dans cette enfance. Mais d'abord, j'ai vécu une enfance heureuse. Et moi, je garde un état de grâce d'avoir été un enfant. Moi, j'ai adoré être un gosse, j'ai adoré jouer aux billes, j'ai adoré les joies et les peines de petit garçon, de l'insouciance, les premiers émois. Donc je ne pourrais pas t'isoler là tout de suite, un moment de joie en particulier. Mais moi, j'ai un souvenir très, très solaire, en fait, de mon enfance. Alors là, ça va être impossible, je pense. Mais bon, je pose quand même la question. Parce que vu ton niveau de culture et d'érudition, ça va être compliqué d'isoler quelque chose. Mais en gros, c'est quoi, si je te demande deux, trois, quel livre, quel film ou quelle pièce de théâtre, ou encore quel auteur t'a marqué de façon indélébile et pourquoi? On est d'accord que c'est compliqué, là. Oui, c'est compliqué, en fait, c'est simple. Non, mais c'est simple parce que moi j'y ai déjà réfléchi. Donc j'arrive avec une réponse. Voilà. Je pense qu'on oublie les livres qui nous ont fait découvrir la lecture. Moi j'ai une dette envers le Club des 5. J'ai une dette envers Les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, qui est pour moi un livre vraiment marquant. C'est-à-dire que le Club des 5 et d'Artagnan, et voilà, donc d'ailleurs je viens de faire la préface d'une nouvelle édition d'Artagnan, et j'ai adoré faire ça. Ouais. Très compliqué d'ailleurs, parce que voilà, tout le côté évasion, joie, voilà, je l'avais dans le Club des 5 et j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai adoré ça. Et puis un jour, je lis Les Mémoires d'un âne, et là, d'un seul coup, ce n'est plus une joie d'évasion, c'est que je me reconnais dans les déboires de l'âne Cadichon. Et d'un seul coup, on parle de moi. Un livre parle de moi. Il ne me fait pas espérer ce que j'aimerais vivre, le Club des 5, des aventures, trouver des secrets, des trésors, etc. D'un seul coup, ma détresse est prise en charge par un livre. Et ça a été un moment vraiment important. Et si après, je dis un livre, et c'est un livre d'ailleurs dont j'ai parlé de façon fondatrice dans Rapport sur moi, c'est l'Odyssée d'Homère. Et quand on regarde, parce que j'ai tout appris dans l'Odyssée d'Homère, j'ai appris une typologie. L'Iliade et l'Odyssée. Alors non, l'Odyssée, que l'Odyssée. Oui. J'ai appris les voyages, j'ai appris la quête, j'ai appris la typologie des femmes aussi. Hein. Enfin, on peut critiquer ça aujourd'hui, mais voilà. Et je me suis rendu compte après que c'est quoi l'Odyssée d'Homère, c'est un type qui veut rentrer chez lui et qui passe d'île en île, et puis de déboire en déboire, et puis il y a plein de... Voilà, il y a les dieux contre lui, voilà. Et en fait, c'est exactement l'histoire de Cadichon, qui passe de maître en maître sans jamais trouver un endroit où il pourrait être chez lui et heureux. Et donc, en fait, la matrice pour moi de l'Odyssée d'Homère, et du plaisir que j'ai eu dans cette langue, Aurore aux doigts de rose et tout ça, qui pour moi, c'est vraiment merveilleux. Enfin, les chants de l'Odyssée, c'est vraiment merveilleux, c'est une langue incroyable. En fait, c'était déjà inscrit dans Les Mémoires d'un âne de Cadichon. Et donc, moi, je pense que les livres qui me font un effet, c'est la quête du retour chez soi, d'arriver à être dans un endroit qu'on puisse dire chez soi, oui. Alors, l'Iliade, l'Odyssée, ça me fait penser
comme ça, automatiquement. Mais du coup, est-ce que tu fais partie des gens qui ont réussi à lire jusqu'au bout Ulysse de James Joyce? Je l'ai lu jusqu'au bout, mais en plusieurs fois. Pas d'une traite. Et t'as l'impression d'avoir tout compris? Non, mais c'est pas la question. Mais j'ai pas éprouvé un plaisir fou. En termes de bonheur, de découverte, moi, Beckett a été fondamental. L'innommable de Beckett, plus les romans que le théâtre. Dans ces romans, il y a quelque chose de... Là, pour le coup, entre le tragique et le comique, pour moi, c'est absolument prodigieux, mais je pourrais aussi bien parler de la trilogie post-guerre de Céline, par exemple, Le Nord d'un château Trigolon. Pour moi, ce sont des très grands livres, beaucoup plus importants que Voyage au bout de la nuit, ou je sais pas, je pourrais te parler de L'Autre et Amont. Voilà, les chants de Maldoror, pour moi, ça ont été fondamentales. Et parce qu'il y a un truc qui est très, très intéressant. C'est que moi, au départ, je pense que j'ai été d'emblée attiré, mais pour des raisons familiales, on va dire, vers les écrivains qui étaient plus du côté dionysiaque que du côté apollinien. C'est-à-dire donc L'Autre et Amont plutôt que Rimbaud, Delacroix plutôt que un grand peinture, Céline plutôt que Proust. Enfin voilà, moi j'avais un tropisme très dionysien, voilà. Et avec l'âge, maintenant, je pense que j'éprouve moins de charme à L'Autre et Amont ou à Céline, et je découvre le charme de Proust et de Rimbaud. Voilà, donc j'ai une glissade comme ça du côté apollinien de l'existence, où je comprends la subtilité qui passe par moins de brutalité. De quoi ne voudrais-tu jamais te passer dans la vie, sous-entendu, pour être heureux? Alors, je fais une réponse à la Nietzsche. Si on vous demandait de revivre votre vie, est-ce que vous changeriez quelque chose? Et non, rien. Voilà, rien. Les malheurs comme les joies, tout ça fait partie d'un tout, et je pourrais pas dire de quoi je pourrais me passer. J'ai l'impression que je peux me passer de tout, parce que depuis toujours, je me passe de tout, finalement. Enfin, comme nous tous, je pense qu'on a tous un manque à la racine, et avec lequel on apprend à vivre, et dont on fait, aussi son miel, quoi. C'est le sens de la vie, d'essayer justement de se passer du maximum de choses? C'est des questions qui volent trop haut pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas philosophe. C'est-à-dire, j'arrive pas à penser les choses. J'arrive pas à avoir une pensée sur les choses. Tu vois, je prends un peu la vie comme elle est, quoi, en essayant de faire le moins de mal possible et de m'en sortir du mieux que je peux, quoi. Et puis avec une petite boussole qui est, je sais pas, pousser les mots pour avoir un peu plus de liberté. Voilà. Enfin, moi, j'ai écrit aussi parce que je me sens incroyablement contraint dans la vie. Voilà, que ce soit physiquement, socialement, intellectuellement, tout ce que tu veux. Et écrire d'un seul coup, je repousse mes limites, quoi. C'est un espace de liberté. Donc moi, j'essaie de gagner des degrés de liberté, et écrire me permet ça. Et ça, pour le coup, je pourrais pas me passer de ça, mais en même temps, peut-être que je n'écrirai plus, que j'apprendrai à me passer de ça. Ça, c'est une question récente que j'ai utilisé comme ça spontanément lors d'un épisode précédent, et qui est devenue une question récurrente. Je ne demande pas du tout, et puis ça ne me regarde pas, c'est personnel, ton rapport à Dieu, à la religion, etc., parce que ça ne me regarde pas, et je considère que c'est quelque chose de personnel et d'intime. Mais quel est ton rapport, je dirais, à la spiritualité, et même peut-être à l'au-delà? On a parlé tout à l'heure tu évoques souvent le sujet de la mort dans beaucoup de tes livres, que ce soit Le cœur ne cède pas, dans Le dossier M, même évidemment dans Le syndrome de l'orangerie, où ça tourne quasiment qu'autour de ça, mine de rien. Ça parle de bien d'autres sujets, mais la mort est omniprésente. Alors, comment les vivants s'accommodent ou font de la mort de leurs proches et des gens qu'ils ont aimés. C'est pas la mort le sujet, c'est les vivants confrontés aux pertes, à la perte. Et donc, quel est ton rapport avec ça, avec la mort, et effectivement avec la mort de tes proches? Par exemple, on voit chez Truffaut, on parlait de Truffaut tout à l'heure. Chez Truffaut, il y a un ou deux films, notamment La Chambre verte, où c'est carrément central dans son travail. C'est vrai. Chez toi, c'est aussi central. On le retrouve quasiment dans tous tes livres. Donc, quel est ton rapport? Alors, je ne vais pas te demander de me dévoiler des secrets, mais quel est ton rapport? Non, mais c'est pas secret du tout. Ouais. Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis d'une culture catholique. J'ai fait ma communion solennelle, j'ai été confirmé et tout ça. Je suis intellectuellement athée, je dis bien intellectuellement.
mais profondément athée. Je défends la laïcité française, mordicus. Pour moi, ce qui n'épuise pas l'aspiration spirituelle. Et pour moi, le spirituel cesse de l'être quand il devient religion. Je distingue bien, je pense qu'il y a une aspiration chez l'être humain à la spiritualité, à l'au-delà, à l'élévation. Je sais pas, il suffit d'écouter Bach, et moi je l'entends, et ça m'élève, ça me transporte, ça me grandit. C'est pas du funk. Enfin, voilà, et j'aime le funk par ailleurs. Mais joué par Glenn Gould, s'il vous plaît, par exemple, plus que par n'importe qui d'autre. Donc voilà, donc cette dimension, il y a une dimension spirituelle, mais pour moi, elle ne peut pas, et elle ne doit pas s'incarner dans du religieux. C'est un peu comme figer le bonheur. Ben voilà, le religion fige le spirituel, et après ça devient politique, et pour moi c'est une abomination, parce qu'on perd le sens même du spirituel, de la spiritualité. Donc moi j'ai une phrase comme ça. On dit, mais enfin, je sais pas pourquoi vous écrivez, et c'est une phrase qui m'est venue et dont je m'étonne moi-même qu'elle me soit venue comme ça. C'est, en fait, écrire pour moi, c'est gagner ma place au paradis. Voilà, c'est comme ça que je gagne ma place au paradis. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est comme ça. Et c'est cette phrase-là, c'est l'histoire de gagner sa place dans l'au-delà, enfin, au paradis. Donc il y a quelque chose comme ça chez moi, mais que je tiens à garder plutôt informulé, et à ne pas dialectiser plus que ça, et en tous les cas, moi, je pense que c'est bien si chacun s'invente sa religion. C'est-à-dire que le rapport à l'au-delà et à ce qui peut le grandir dans le meilleur de lui-même. Enfin, voilà. Moi, je fonctionne avec 3 règles de base. Voilà, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de mal. Enfin, voilà, j'ai une éthique minimale qui me semble largement suffire pour vivre en société. Et voilà, ne pas faire de mal à autrui, ça me semble la base. Donc spiritualité et éthique, mais pas dogme. Et pas, surtout pas. Et pas entrer dans un... Surtout pas. C'est le début du carnage. Enfin, voilà. Alors là, on voit ça quand même. Voilà, c'est une telle évidence, quoi. Et donc le religieux qui vient masquer les pulsions de mort. Enfin, voilà, appelons ça comme ça. D'un seul coup, qui se hissent, qui sont sublimés en action de grâce. Voilà, comment décapiter quelqu'un peut être une action de grâce, enfin, un don de Dieu. Enfin, c'est tellement stupide, enfin, intellectuellement stupide, quoi. Voilà. Donc moi, voilà, à mon petit niveau, je me bats, voilà, pour contre le religieux, mais pour la spiritualité, s'il fallait répondre. Alors, tu es un homme de mots. Les mots, tu es un peu un alchimiste, tu les manipules, tu fais des phrases courtes, longues, tu mets des parenthèses. Les mots, c'est ta vie, en fait. Tu es plus un homme de mots qu'un homme que toute autre chose, en fait. Et donc, si je te demande, alors ça va être compliqué, mais c'est quoi le mot de la langue française que tu préfères? Ou le mot auquel tu penses là, à la minute même où on se parle? Ouais, là, je pense au mot vie. Le mot vie. Oui. VIE, donc. Ouais. VIE, oui. Oui, enfin, on pourrait s'amuser. VIT, tiens, donc. VIT. VIX, entièrement vexé. VIS. Enfin, non, mais au vie. Ouais, au vie. Bah, ouais, je pense que c'est un moteur chez moi, la vie. Ouais, être du côté de la vie, quoi. Et alors, si je suis. Si les mots sont. Parce qu'on est des êtres de langage. Avant, moi j'ai fait de la peinture pendant 10 ans, enfin, entre 20 et 30 ans avant d'écrire, mais je sentais, et pourtant j'ai adoré peindre, enfin, dans le geste de peindre, enfin, voilà, on se bat avec quelque chose qui est en deçà du langage, qui n'est pas formulé en langage, et qui devient le langage sur la toile. Mais moi il me manquait les mots, parce que c'est la phrase qui revient à plusieurs reprises dans le syndrome de Langry. C'est cette phrase de Wittgenstein, hein, les limites de mon monde sont les limites de mon langage. Voilà, si on a compris ça, s'il fallait retenir une seule chose de ce podcast, tes auditeurs, c'est ça, c'est les limites de mon monde et les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Donc, si je veux ouvrir mon monde, il faut que j'ouvre mon langage, et si je veux, ça marche dans les deux sens. Donc, oui, on est des êtres de langage. Et je pense que chez toi, les mots MOTS rejoignent les mots MAUX. C'est-à-dire qu'il y a cette expression nécessaire, en fait. Sans les mots, tu n'es pas grand-chose, en fait. Tu as l'impression que tu n'es pas grand-chose. Je pense que je suis rien du tout, même.
Alors là, sans les mots. Non, mais tu l'as évoqué, tu l'as écrit. Oui. Non, mais moi, je suis très très malheureux à l'étranger. Parce que tu ne parles pas bien une langue étrangère ? Oui. D'accord. Et que j'ai eu assez de mal pour me réapproprier ma langue dite maternelle, puisque c'était ma mère qui avait tout le langage à la maison, et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai commencé par faire de la peinture, et que le jour où j'ai décidé de reconquérir ma langue à l'intérieur de la langue maternelle et d'en faire une langue paternelle, d'une certaine façon, j'avais plus de place pour apprendre des langues étrangères, quoi. Donc je suis nul en langue étrangère. Je baragouine vaguement et je suis très malheureux à l'étranger. Et est-ce que tu dirais que tu es heureux surtout à l'écrit et un peu moins heureux à l'oral ? Est-ce que par exemple, il t'est arrivé de faire une psychanalyse ou pas du tout ? Jamais. D'accord. Et t'en ressens pas le besoin ? Non, j'ai jamais été... C'est drôle, parce que plusieurs fois, j'utilise pas mal, non pas le discours psychanalytique, mais des outils de la psychanalyse. Enfin, même si pour moi, ils n'appartiennent pas à la psychanalyse, c'est juste du bon sens d'imaginer qu'il y a de l'inconscient. Enfin, Mais on parle d'inconscient, je sais plus ce que je voulais dire. C'est tout à fait c'est parfait. Acte manqué. Acte réussi. Acte réussi ou acte manqué. Mais donc, si tu es confronté à des gens qui soit te font parler, soit qui sont on va dire dans la maïotique, je prétends pas que mon podcast c'est de la maïotique, mais j'essaie quand même de faire sortir les choses des gens à la limite à leur insu. Quand tu es confronté à des gens comme ça qui te font parler, c'est que tu as répondu à je sais pas combien d'interviews, notamment par rapport au dernier livre que tu as sorti, c'est quelque chose où tu as un vrai plaisir à le faire, ou c'est c'est comme les gens qui font un film et qui après disent... On se rappelle des phrases de Simone Signoret qui disait « Moi, j'aime pas faire le SAV. Une fois que j'ai fait un film, c'est fait, il est fait. » Voilà. Alors moi, pas du tout. Moi, d'abord une chose, la joie d'écrire n'a rien à voir avec le plaisir de parler. On n'est vraiment pas du tout sur le même plan. Je peux dire que je suis heureux d'écrire. En tous les cas, je cherche à être heureux dans le temps de l'écriture. Et c'est pas du tout le même plaisir que celui de parler. Bon, alors en plus avec toi, ça arrive très rarement. Tu me poses des questions un peu sur moi, ce qui me pas déstabilise, mais je trouve que je suis pas très intéressant, que j'ai pas de choses vraiment particulière à dire. Là pour le coup, Sartre, je suis d'accord avec lui, un homme qui vaut tous les hommes et que n'importe quel homme vaut. Mais alors moi, quand je fais, effectivement, j'ai fait plein d'interviews, ce qui n'est pas le plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller dans les librairies, et j'en fais beaucoup, et j'adore faire ça. J'adore faire ça parce que je travaille, c'est-à-dire que je rencontre des gens à qui je vais parler de mon livre, qui vont me poser des questions, et moi, dans cet échange, le bonheur, c'est les autres, ils m'apprennent, et je découvre ce que moi-même j'ai fait dont je n'avais pas conscience tout à fait. Voilà. Donc pour moi, c'est du travail. Et du coup, ça m'incite même à dire « Ah oui, il y avait ça et je n'avais pas vu ». Et du coup, ce sont des choses que je vais rajouter, que je vais mettre dans le livre de poche. Parce que je suis, je crois, le seul auteur français, et peut-être même au monde. Il a une version qui sort en rentrée littéraire chez Flammarion. Et puis un an plus tard, ça sort en poche. Et c'est toujours une version augmentée. Parce que le livre continue de se nourrir des échanges. Moi, je discute de ça de temps en temps avec des musiciens. Je leur dis, c'est vraiment dégueulasse parce que vous écrivez une chanson, ok, et puis après, à chaque fois que vous allez la rejouer, vous la jouez différemment, vous la recréez. Et nous, on écrit un livre, et une fois que le livre est publié, c'est fini. Et non, c'est pas fini. Parce que les rencontres, en festival, en librairie, moi, j'adore faire ça parce que j'apprends des trucs et du coup, il me vient des idées. Et ces idées vont se retrouver dans la version poche. Ouais, donc toi, c'est même pas le texte intégral, c'est le texte plus Oui. Plus bifluoré. Voilà, c'est marqué version intégrale et augmentée par l'auteur. Déjà que pour le... Même si ça fait 900 pages. Hein. Ouais. Déjà que pour le cœur ne cède pas, non seulement tu avais les 900 et quelques pages, mais tu avais un site web qui était corrélé, qui était lié avec le bouquin. Et il y avait aussi une playlist, on pouvait aller écouter les... Absolument. Ouais. Mais non, mais on est là pour, je sais pas, pour innover, pour inventer. Pour inventer, pour ouvrir le monde, quoi. L'élargir un peu au lieu qu'il soit rétréci à 2-3 éléments, à 2-3 émotions en gros. Enfin, la colère d'un côté, l'empathie, la compassion de l'autre, et il n'y a rien d'autre, quoi. Enfin, donc non, c'est beaucoup plus vaste. Ouvrons les fenêtres. Ouvrons la cage à l'oiseau bleu. C'est ça. Est-ce que, je connais un peu la réponse, mais je te pose quand même la question, est-ce que tu doutes souvent dans l'existence? Et est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres quand tu doutes? Alors je ne doute pas beaucoup des autres parce que je sais que 9 fois sur 10, on ne va pas se comprendre.
Et je souffre pour plein de raisons que tu connais puisque tu m'as lu. Je souffre plutôt d'un sentiment... Ouais, enfin, je doute beaucoup de moi parce que j'ai un sentiment d'illégitimité. Syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça, totalement. Donc, c'est totalement faux, mais bon. En tout cas, on peut le dire de l'extérieur, mais toi, tu le ressens, et je sais que moi, personnellement, dans ma vie, je le ressens tout le temps. Donc, c'est quelque chose... Voilà. Ça me parle. Ouais, ça voilà. me parle. Bah, moi, je le vis, et je sais que ce n'est qu'une vue d'esprit, mais je fais en sorte d'être irréprochable. Enfin, voilà, d'une certaine façon, c'est aussi lié à ça. C'est la jurisprudence Groucho-Marx. Je refuserai d'entrer dans un club qui m'accepterait comme membre. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et toujours ne pas être là où on vous attend aussi, bien sûr. Toujours faire un pas de côté, toujours gagner sa liberté, quoi. Ne pas être enfermé, ne pas être mis en cage, échapper aux malentendus. Oui, totalement, définitivement. Pour quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence ? Oh là, mais est-ce que j'ai de l'indulgence, moi? Je suis pas persuadé d'avoir beaucoup d'indulgence, et encore moins dans nos temps contemporains, là. Il y a plusieurs passages dans le syndrome de l'orangerie où tu dis justement que tu n'es pas indulgent. Non, je suis pas indulgent, moi. Par exemple, par rapport à la bêtise crasse, quelque chose qui te... Ou par rapport... dans le cœur ne cède pas, par rapport au micro-trottoir. Oui. Par rapport à... Il y a différentes choses. Alors, tu as différents énervements dans lesquels je suis rentré à fond parce que je les partage. Et moi aussi, j'ai tendance... Alors, moi qui interview, mais je m'implique dans l'interview une fois n'est pas coutume. Parce que moi aussi, je suis comme toi. Il y a plein de choses qui m'énervent. Et c'est sain de l'écrire. Ah bah oui. C'est sain de l'écrire, ou même c'est sain éventuellement de le dire, même s'il n'y a personne pour l'entendre. Donc on peut très bien ne pas être indulgent avec toutes les faiblesses humaines, on va dire. Alors, je ferai juste une petite lance. Je pense ne pas être indulgent du tout avec notre époque, et avec ce que notre époque fait, société, fait aux individus. Et d'un autre côté, je me sens très indulgent pour les individus. C'est-à-dire, pris isolément, je peux vraiment être indulgent pour énormément de monde, quoi. Mais dès qu'ils sont pris dans une masse, dans un collectif, dans le mouvement de l'époque, ils m'accablent et me consternent et m'offusquent et me mettent en colère. Enfin, voilà. Donc je fais un distinguo, j'essaie toujours de sauver l'individu, et particulièrement s'il essaye d'échapper à l'emprise de son époque. C'est la définition même de ce que tu cherches, c'est-à-dire la liberté, en fait. Oui, mais c'est la liberté de l'individu. Je suis consterné par le peu d'envie d'être libre et vrai des individus. Pourquoi tout le monde se met à porter de la barbe, là? Non, mais il y a 10 ans... par flemme. Non, mais il y a 10 ans, personne, quoi. Ouais. Les tatouages, c'est quoi ce truc de... Enfin, voilà, René Girard, est vraiment, il a vraiment dit énormément de choses pertinentes, quoi, sur la reproduction mimétique, mais c'est pas possible d'être des veaux, des moutons, quoi. Voilà. Et après, on écrit des bouquins, on essaie de toucher les individus, et on arrive à en toucher. Et les individus arrivent à exister, ils sont moutons, et moi-même, hein, enfin, évidemment. À chaque fois, je dis non, mais les gens dont je fais partie. Panurgien. Oui, ben voilà, on est tous pris dans un mouvement et dont on a énormément de mal à s'extraire, et ouais, c'est très très compliqué, je trouve, parce qu'il n'y a aucun territoire qui semble aujourd'hui avoir échappé à l'emprise sociale, à l'emprise capitaliste, hein, enfin, je peux dire le mot comme ça aussi. Et donc, du coup, on fonctionne, on pense, on a des sentiments à l'intérieur dans le deuxième, j'avais un passage sur le mot « profiter ». Et moi, je suis assez vieux pour me rappeler que dans les années 70, personne ne disait mais profite bien de tes vacances. Profite bien de tes vacances. On disait pas ça. On disait je gère mon temps, mes émotions et tout ça. On pensait pas comme ça. Et à un moment donné, c'est arrivé. Et c'est vraiment la langue marchande dans l'intimité même de la langue de chacun. C'est-à-dire qu'on pense maintenant en termes de... Et je faisais un petit commentaire qui était de dire qui a dit nous ne voulons pas que vous acceptiez nos idées, on veut simplement vous obliger à parler la langue de nos idées. Qui a dit ça? Alors, je me souviens, j'étais en fac, j'avais fait une intervention, une lecture à la faculté, c'était à Villetaneuse, et donc j'avais une centaine d'étudiants, et là, qui a dit ça? Il dit, Goebbels. Et je lève les yeux et je vois ces jeunes gens et j'ai un doute soudain, j'ai dit Goebbels, vous voyez qui est Goebbels? Et ils ne voyaient pas qui était Goebbels. Ouais. Voilà. Terrible. Mais voilà, donc, et je fais tout un truc sur Klemperer, sur la langue du Troisième Reich. Victor Klemperer, qui était exceptionnel. Qui a un livre
absolument exceptionnel. Et le vécu du type, puisqu'il Ouais. a écrit ce livre au moment où lui vivait, qu'il était déchu de tous ses droits, il ne pouvait plus travailler, etc. Philologue magnifique. Et voilà, et ce travail sur la langue, voilà, on est piégé dans la façon même que nous avons de parler, quoi. Et à partir du moment où on dit, bah ouais, profite bien de tes vacances, ah ouais, je gère, voilà, je gère. Mais tu as déjà pensé une façon anti-humanité, puisque c'est penser la langue de la marchandise. Donc ça m'accable et ça me rend triste. Là, je me souviens d'une phrase que j'adorais. La manifestation du capitalisme dans nos vies, c'est la tristesse. Voilà, je trouve ça parfait. C'est qui ça? C'est Debord? C'est qui dit? Je crois que c'est dans le comité invisible, c'est des gens comme ça. Je pense qu'il y a chez moi un côté Alceste et puis un côté Cléante, et que c'est un conflit permanent. Alceste, lui, vraiment, il réprouve absolument tout, il condamne tout, et Cléante, il dit, ah non, la nature est humaine, faites un peu grâce quand même, mon cher Alceste. Voilà, et que je suis dans cette dialectique-là en permanence avec moi. Bah, ça renvoie à la dernière question qui est autour de l'optimisme et du pessimisme. C'est-à-dire qu'on est, je le dis à pratiquement chaque épisode, on est on est le 3e pays le plus pessimiste du monde. Gérard, ce n'est pas à toi que je vais apprendre. Que ça veut rien dire. Que tu sais bien qu'en 40, oui. Les optimistes ont terminé à Auschwitz, les pessimistes à New York, à Hollywood. Mais est-ce que tu as des ingrédients qui te font dire quand même qu'on peut être optimiste pour l'avenir ou pas du tout? Tu restes un pessimiste? Alors, moi, c'est un truc que j'ai bien aimé écrire dans le syndrome de l'orangerie, c'est en 1914, au moment où Monet commence à peindre ses nymphéas. Au même moment, à Prague, Kafka écrit dans son journal, aujourd'hui, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, point, après-midi, piscine. Voilà. Et cet après-midi piscine, pour moi, il est exemplaire. Exemplaire parce que je pense qu'individuellement, on en est réduit là. Moi, je peux rien faire contre ce qui se passe à Gaza, contre les horreurs du Hamas, contre Poutine, contre Trump, contre tout ce qui se passe et qui nous précipite de plus en plus vers de la destruction des individus, vers de la destruction sociale, voilà, même en France. Et donc, que opposer à ces pulsions de mort? Parce que pour moi, c'est de l'ordre de la pulsion de mort. Et ben, c'est son actualité de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Collectivement, je n'ai aucun espoir. Je ne vois pas d'où il pourrait venir. Je ne vois pas qui pense la situation en des termes qui serait du côté de la vie et non pas du côté de la mort ou de la destruction de l'autre. Donc, à part opposer une actualité de vie, aller à la piscine. Voilà, ça peut commencer par aller à la piscine. Moi, écrire sur Monet. Voilà. Qui vaut le rien à signaler de Louis XVI le 14 juillet 1780. Alors non, justement, parce que Louis XVI c'est dans l'ignorance absolue, alors que Kafka c'est le contraire de ça. C'est sachant que la situation est épouvantable, je vais à la piscine. Louis XVI, lui, ne voit pas que la situation va lui échapper, que ça va être la Révolution française. Il dit, il se passe rien aujourd'hui. Voilà. Donc, et je le dis d'ailleurs que c'est le contraire. Voilà. Donc moi, je ne vois que ça pour l'instant, créer peut-être à 2, 3, 10 personnes des poches de vie, de résistance de vie contre... l'obscurantisme. L'obscurantisme. La volonté de destruction, quoi, la pulsion de mort. Et là, il faut qu'on se protège. Là, individuellement, ou à quelques-uns, il faut arriver à se protéger. Parce que moi, je vois... Là, pour le coup, je suis collectivement très, très pessimiste. Mais individuellement, je pense qu'on peut raisonnablement être... que c'est pas fini, quoi, que c'est pas foutu. Voilà, on fait tous plus ou moins des gosses, et qu'on aime, et voilà... Et tu te soignes par l'écriture. Donc, pour conclure, est-ce qu'il y a un livre en cours, sans nous dire ce que c'est? Non. Il n'y a pas de livre en cours, là, pour l'instant. Non, là, je continue sur ma lancée du syndrome de l'orangerie en faisant des rencontres et tout ça. Donc, j'accumule un peu des notes. Et si je pense... Mais moi, je ne sais jamais à l'avance si je vais écrire un autre livre. Ce sera après que le Poche soit paru, quoi. Donc, ce sera d'ici 1 an, pas avant, quoi. Grégoire, merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à toi, ami Gérard. C'est toujours impressionnant le bureau d'un écrivain, de voir dans quel contexte il écrit. Et puis merci simplement pour ta bienveillance, le fait que mais merci à toi. Et fais-moi lire ta nouvelle à Nosmi. Là, je veux lire ça que tu m'as caché. Avec grand plaisir. Merci Grégoire. Merci beaucoup Gérard.